avec un nouvel épisode de Cull Podcast et aujourd'hui on fait une rétrospective plutôt littéraire et sur le théâtre. Et donc j'accueille Thibaut. Thibaut, comment ça va? Salut Max, ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Donc aujourd'hui on a une belle petite liste d'œuvres bien passées en revue et il y a une œuvre dont j'aimerais parler, c'est celle de Sam Harris qui s'appelle Free Will, donc entre guillemets ça pourrait être le libre arbitre. Pour un peu remettre dans le contexte, Sam Harris, c'est un philosophe. Il a beaucoup écrit sur la religion, sur le libre arbitre. Et dans cet essai, il suggère que l'idée du libre arbitre pourrait n'être qu'une illusion. Et donc, c'est pas spécialement dire que nos destins sont déjà tracés, mais c'est plutôt, si je résume bien, de dire que par exemple, lui, il va avancer qu'il ne s'agit pas d'une intervention divine, mais plutôt que nos décisions se feraient à un niveau moléculaire, c'est-à-dire très loin de ce murmure qu'on pourrait appeler nos pensées. Donc, par exemple, si tout se passe à un niveau moléculaire, on n'aurait aucune influence sur ce qui va se passer dans quelques minutes, parce que tout aurait déjà été prévu à un autre niveau, bien loin du niveau de la pensée. Par exemple, la prochaine phrase que j'annoncerai, à moins que je ne la lise ou que je répète un texte prédéfini, elle pourrait me surprendre autant qu'elle pourrait te surprendre. Parce que si je prétends que j'ai un libre arbitre, je devrais pouvoir te dire quelles seraient mes 10 prochaines phrases, vu qu'elles viendraient de moi. Mais le problème, c'est que quand on y pense, elles arrivent, mais on ne sait pas trop d'où elles arrivent, ces phrases. Elles se créent à un niveau qui est plus loin, le subconscient, qui en fait viennent sûrement d'une sorte de mélange, de mix moléculaire à un niveau microscopique, sans vraiment bien comprendre les débuts et les fins de ces phrases, de ces idées, mais elles arrivent. Et donc, ça c'est un petit peu l'idée, c'est pas évident à résumer, mais on part donc de ce point-là, et Sam Harris va donc nous dire que si on part du principe que le libre arbitre est une illusion, comment peut-on défendre, à partir de ce moment-là, qu'un individu ait une quelconque responsabilité, étant donné que ses actions sont en fait déjà décidées à un autre niveau que la pensée elle-même. Donc, du coup, ça donne peut-être un petit frisson parce qu'on peut se dire, les prisonniers, les meurtriers, eux-mêmes ne sont peut-être pas responsables de ce qu'ils ont fait, étant donné que tout se fait à un autre niveau que dans la tête. Que tout est déjà écrit, mais peut-être au niveau moléculaire, et qu'il se peut que cette personne n'ait en fait aucune chance de changer sa destinée, étant donné que c'était prévu, que ça devait de toute façon arriver. Donc, les meurtriers seraient-ils toujours coupables? Ou bien les gens qui mènent une vie à succès, est-ce qu'ils le méritent vraiment? Quel est le lien, en fait, entre cette prédisposition? Moi, je vois donc ça un peu comme une sorte de destinée moléculaire, et c'est un livre qui m'a fait beaucoup réfléchir, donc j'étais peut-être assez naïf sur le sujet. J'avais beaucoup appris, c'était dit, de libre arbitre, se détacher des dogmes, de penser pour soi-même, essayer d'avoir une pensée critique. Mais quelle est vraiment la réalité de est-ce une illusion ou est-ce qu'il y a vraiment du concret là derrière quand on prend ça en exemple? Et juste pour terminer avec un petit exemple, il y a eu des études cliniques où on va observer quelqu'un qui est assis dans une pièce. Cette personne va être connectée avec plein d'électrodes, il va y avoir des livres posés sur une table. Et en fait, en analysant les écrans de contrôle, on va voir qu'il y a une activité qui commence à se faire au niveau des différentes ondes du cerveau. Et on va pouvoir prédire avant que la personne ne se lève, que la personne va se lever. Et la personne elle-même ne considère pas se lever à ce moment-là. Donc on le sait peut-être une seconde avant qu'il va y avoir ce mouvement. On sait exactement quel magazine la personne va choisir avant que la personne ne le choisisse. Et donc si on part de ces expériences, en discutant ce que j'ai dit juste avant, on se pose la question de quel est vraiment le libre arbitre là-dedans, étant donné que du côté des chercheurs, eux savaient bien avant la personne, bien avant cet individu, quel serait son choix, quelle serait sa prochaine étape, avant même que cette personne n'y ait pensé, que cette pensée se crée dans l'esprit de l'individu. Donc, je vais peut-être m'arrêter là. Donc, c'était peut-être beaucoup d'informations, Tib. Oui, moi ça me va. Moi, je me faisais deux réflexions du coup. Ici, justement par rapport à cette expérience, j'ai envie de dire inconsciemment, enfin qu'on envoie des signaux, qu'on a en fait déjà choisi quelque chose finalement. Donc c'est pas simplement au niveau moléculaire, mais plutôt que, oui, je regarde les magazines, je vois il y en a un qui m'attire plus que les autres, et donc un mentaliste en face de moi serait capable de dire de la même manière lequel je vais choisir. Donc voilà, donc ça c'est le premier contre-argument. Et alors, le deuxième, d'abord c'est un livre un peu dérangeant, donc tu te doutes bien que je vais réagir de cette manière, mais surtout pour moi qui crois beaucoup en le libre arbitre, sans doute façonné un peu par nos études aussi. Finalement, si on pousse le raisonnement très loin, s'il n'y a plus du tout de libre arbitre, c'est-à-dire que
on est naturellement bon ou mauvais et qu'on ne sait rien faire contre ça. Et à la limite, qu'on pourrait même retrouver, je ne sais pas, des traces moléculaires, scientifiques, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça, qui montrerait que, en fait, tu es naturellement bon ou naturellement mauvais. Donc on peut aller très très loin alors dans des dérives. Bon, je force le trait, hein, bien entendu. Mais voilà ce que ça m'évoque un peu. Ouais, et justement, c'est discuté dans l'essai de Sam Harris aussi. La partie bon-mauvais, ce serait d'une certaine manière écrit, on ne pourrait le changer. Donc il pourrait y avoir en fait 3 groupes de personnes, bon, mauvais et d'autres qui pourraient changer, mais il est très possible que certaines personnes ne pourraient changer sous aucune condition. Oui, mais alors ces personnes qui pourraient changer, je trouve que c'est pas aussi simple que ça parce que ça répond finalement, on répond à des stimuli externes. Moi, je crois beaucoup, par exemple, au fait que c'est les rencontres qui vont faire qu'on va s'orienter vers certains choix dans certaines directions de notre vie. Forcément, en fonction des rencontres que l'on fait, certaines vont être déterminantes dans nos choix et amener des changements en nous, et d'autres pas du tout. On ne provoque Ouais. pas toujours les rencontres. Enfin, je veux dire, quand on va choisir un travail, on ne connaît pas encore les collègues avant de les rencontrer, et pourtant ceux-ci pourraient nous amener à reconsidérer notre vie, par exemple. C'est vrai, mais on peut aussi imaginer par exemple 2 personnes qui seraient plutôt identiques. L'une des 2 prendrait un chemin et l'autre un autre chemin. Donc on imagine des cas où quelqu'un a tout pour réussir et au final quand même se plante. Où il y a des cas où quelqu'un d'une bonne famille sans antécédents, d'un coup va tuer ses amis ou sa famille alors que rien ne prédisposait cette personne à le faire. Comme si on peut imaginer comme ça 3 catégories. Donc quelqu'un qui est prédisposé à commettre ces crimes et commet ces crimes, quelqu'un prédisposé à les commettre ne le fait pas, et quelqu'un sans prédisposition qui pourrait commettre ces crimes. Comment est-ce que tu pourrais expliquer ça, étant donné qu'on a ici des histoires de vie qui sont similaires ou totalement différentes, mais avec des fins tragiques ou non? On a tous un passé, mais ce qui fait qu'on est la personne qu'on est aujourd'hui, c'est le résultat de toute une série d'expériences qu'on a faites avant. On n'aura jamais des personnes identiques, parce que le passé n'est pas le même pour chacune d'entre elles. Et donc le fait qu'elles réagissent différemment à une situation, même si elles ont le même profil a priori, vient du fait qu'elles n'ont pas vécu les mêmes choses ensemble. Elles les ont pas ressenties de la même manière non plus. Et donc, je suis d'accord avec ça aussi. Pour résumer, c'est un livre qui m'a apporté une autre approche, une autre vision des choses. Ouais. Et donc, ça, comme un conseiller, il y a sûrement du pour et du contre, une belle introduction à une vision un peu plus critique du libre arbitre, pour lequel j'étais très convaincu, et maintenant, ça remet un petit peu les choses en perspective. Intéressant. Eh bien, puisque tu parlais de libre arbitre, un livre que j'ai eu cette année qui s'appelle Les sortilèges du Cap Cod de Richard Russo. Richard Russo, c'est un auteur américain qui fait partie plutôt des grands noms de la littérature contemporaine. Et alors, dans Les sortilèges du Cap Cod, en fait, on retrouve un homme en fait, qui est en voiture au départ et qui se balade, on peut dire comme ça, avec dans son coffre les cendres de son père mort il y a 1 an et demi, mais aussi celles de sa mère qui est décédée il y a quelques mois avant. Et donc, il va au Cap Cod, qui est en fait un lieu assez prisé des Américains quand ils vont en vacances, ou du moins d'une certaine population. C'est pas spécialement les plus pauvres qui vont là-bas. En fait, il se rend à un mariage avec sa femme, mais les circonstances ont fait qu'ils n'y vont pas ensemble, qu'ils ne s'y rendent pas ensemble, même s'ils s'y retrouvent sur place. En fait, le personnage principal est complètement habité encore par ses parents, et donc en fait, il ne parvient pas à se détacher, notamment de l'influence de sa mère, qui continue un peu à vivre en lui et il la sent présente en fait, hein, et qui est là à lui dire toujours de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela, et à critiquer un peu tout ce qu'il fait dans sa vie. Ça me fait penser un peu à ce que tu disais, c'est que lui-même n'arrive pas en fait à vivre ce qu'il voudrait vivre, puisqu'il est toujours prisonnier de ça. Ma intuition un peu finalement, c'est que peut-être que quand il aura fini par se débarrasser de ses cendres, ça ira un peu mieux. Pour ça, évidemment, je ne vais pas raconter la fin, je vais pas vous dire s'il arrive finalement à le faire. Le livre aussi évoque un peu tous ses espoirs déçus vis-à-vis du mariage. Son mariage à lui va un peu à volo, et voilà, et puis des incidents vont un peu se produire. Et alors, dans ce qui devait être finalement un beau week-end, un peu enchanteur, un endroit où c'est chouette d'être en vacances, va finalement être un peu pas très drôle. Donc ça, c'est la première partie. Et puis, 1 an plus tard, on le retrouve à un autre mariage, et donc là, ce sera de nouveau un peu mouvementé. Moi, j'ai lu un autre livre aussi de Richard Russo cette année qui s'appelle Ailleurs, qui est un livre sur sa mère, donc plutôt autobiographique, et dans lequel il rend un hommage en fait finalement à sa mère, parce que dès le début en fait c'est une femme qu'il a un peu élevée qu'il a élevé seule, donc elle a dû se débrouiller avec une époque où une femme qui travaille comme ça tous ses livres qui élève son fils seul, c'était
pas évident. Richard Rousseau, maintenant, il a plus de 70 ans, je pense. Mais bon, elle voulait absolument qu'il fasse des études et donc elle fera le maximum pour ça en étant souvent sous-payé. Et il se rend compte, en fait, quand il était jeune, que sa mère était un peu spéciale, on va dire, parce qu'elle avait parfois un peu comme ça des crises de panique ou d'hystérie. Et alors, bon, voilà, comme ça n'allait pas du tout. Elle était vraiment elle s'inquiétait très très fort. Elle peur d'être abandonnée aussi parfois par son fils, etc. Et puis le lendemain, ça allait mieux. Et elle lui expliquait, ah, c'est parce que je me suis passé un savon. Et donc il va pas, enfin voilà, pour le moment, voilà, il doit un peu aussi vivre sa vie. Il doit se construire lui-même en dehors aussi de sa mère. Et c'est qu'au fil des années, quand lui-même va se marier, avoir des enfants, qu'il va devoir s'occuper de sa mère parce que bon, elle aura besoin d'assistance, qui va se rendre compte, voilà, qu'elle avait finalement des problèmes, qu'elle n'avait pas été bien diagnostiquée, etc. Et donc c'est un livre qui m'a beaucoup plu parce que c'est à la fois tendre en fait, hein, parce que voilà, c'était quelqu'un qu'il appréciait forcément beaucoup, pour quelqu'un qu'il aimait. Et en même temps, elle lui faisait vivre à certains moments, surtout vers la fin de sa vie, une vie complètement impossible, quoi. Quand on lui cherchait soit une maison, un appartement, une maison de retraite, il n'y a jamais rien qui allait, jamais, jamais. Alors qu'on essayait de réunir tous ces critères, mais elle finissait toujours par dire non. Et donc, elle rendait la vie vraiment impossible un peu à tout le monde, à toute sa famille. Et on retrouve finalement aussi, sans doute peut-être qu'on comprend un peu mieux son travail d'écrivain, hein, de l'importance de la famille, l'influence de sa famille. Et voilà, donc moi, je le mets dans mes grands auteurs américains. Donc, comme ça, j'ai pu ajouter un nom de plus. Il y a quelques autres livres du coup qui pourront certainement me plaire. Et dans Ailleurs, il parle aussi un peu de son boulot d'écrivain, comment est-ce qu'il en arrive à là, et il reparle justement un peu du livre précédent, Les Sentiers du Cap Cod, dans quelles circonstances il l'a écrit. C'est assez court, hein, parce que l'objet du livre, c'est pas du tout de faire c'est quoi mon boulot d'écrivain, c'est pas un livre sur lui, c'est vraiment centré sur sa mère. Mais c'était amusant pour moi de lire juste après avoir lu un précédent, de retrouver un peu ces circonstances, quoi. Voilà, ça c'est une bonne lecture de 2021, deux très bons livres. Le thème de sa mère, c'est un thème qui est aussi dans d'autres œuvres, ou est-ce que tu ne l'avais pas vu? Chez lui, je n'ai lu que ces deux-là. Après, j'ai lu quelque chose, et donc apparemment dans ces thèmes de prédilection, on retrouve la famille, le couple et ses compromis, des choses comme ça. Voilà, apparemment c'est des choses qu'il traite assez habituellement. Voilà, j'en lirai d'autres, hein, donc je vous dirai si ça se poursuit. Parce que donc c'est en fait à la fois une autobiographie et une biographie de sa mère. Donc une autobiographie de l'écrivain. Ailleurs, oui. C'est vraiment centré sur sa mère. On ne peut pas dire que ce soit son autobiographie à lui, parce que c'est plutôt comment est-ce que sa mère l'influence dans son travail aussi. Le personnage central, c'est sa mère, donc c'est tout autour d'elle. Mais en même temps, il ne raconte pas son histoire. C'est pas voilà comment elle est née, dans quel milieu elle est née. Enfin, il peut l'évoquer à certains moments, mais c'est pas une histoire linéaire de sa mère non plus. C'est l'histoire de sa relation avec elle plus qu'autre chose. Et aussi de l'influence du coup qu'elle a sur sa propre famille à lui quand il construit son couple, ses enfants, etc. Elle est toujours là, et là, à ce moment-là, elle a une influence quand même assez négative. Il arrive à prendre du recul quand même sur ça et comprendre certaines choses. En fait, il y a des choses qu'il faut comprendre parce qu'il a besoin du recul des années, l'âge aidant. Si on avait diagnostiqué ses problèmes plus tôt, on aurait pu lui apporter un autre traitement. Elle aurait sans doute eu une fin de vie plus heureuse aussi. Et pourra en fait rebondir sur le thème des illusions. Donc, il y a une autre œuvre dont j'aimerais parler, c'est La Moustache d'Emmanuel Carrère. Et donc ça, c'est en fait une œuvre qui est aussi portée au cinéma et qui est jouée par Vincent Lindon et Emmanuel DeVos dans les rôles principaux. Et dans cette œuvre, on commence avec Marc et Agnès. Ils sont mariés, ils vivent à Paris, tout se passe bien, ils ont la trentaine, la quarantaine. Et c'est une soirée comme une autre. Et Marc s'observe un petit peu et s'admire dans la glace. Et il a cette moustache qu'il porte depuis toujours, depuis qu'il a une pilosité. Et il suggère comme ça en riant à sa femme qu'il pourrait se la raser. Sa femme, elle blague un petit peu et puis elle va dire que c'est un peu risqué. Elle risquerait en fait de ne pas le reconnaître sans cette moustache. Et puis il lui dit, bon, je dois sortir faire une course. Et en fait, à son retour, lui, Marc, eh bien, il s'est rasé. Elle va ne faire aucun commentaire sur cet acte, alors que c'est une moustache qu'il porte depuis qu'ils se connaissent. Et en fait, c'est la même chose pour ses amis. Donc, ils sortent plus tard voir des amis. Il est sans moustache, il est très fier, il pose un petit peu et il se demande quand est-ce qu'on va faire un commentaire sur cette moustache qui a disparu. Il n'y a aucun commentaire en fait. Et quand il mentionne son ancienne pilosité, tout le monde va le regarder bizarrement et lui demander une moustache. Mais quelle moustache, Marc? Tu n'en as jamais eu. Et alors s'ensuit en fait un thriller psychologique qui est entre paranoïa, non-dit, confusion, doute. Il va commencer à avoir des problèmes au boulot parce qu'il va commencer à s'énerver avec tout le monde qui met en doute un petit peu sa santé mentale, le fait qu'il ait une moustache ou non. Il va même décider d'avoir à nouveau une moustache et suite à ça, il commence à avoir des commentaires un petit peu bizarres, le fait qu'il est mal soigné, qu'il ne prend pas soin de lui, des choses comme ça. Et donc ça termine de manière assez forte. Il va même
avoir une sorte de petite crise. Il va faire un voyage en Asie où il va faire un aller-retour en bateau entre, je pense, entre 2 îles. Donc j'ai oublié, c'est peut-être, il voyage, je pense, autour de Hong Kong en bateau. Donc il prend le premier ferry, le dernier ferry, tous les jours. Tout le monde le prend un peu pour un fou. Puis donc l'histoire va se terminer. Et c'est un roman assez court, mais assez fort. Donc je vous le conseille aussi. On ne sait jamais vraiment quel est le fin mot de l'histoire. Il y a beaucoup de doutes si sa femme joue avec lui, si tout le monde joue avec ses pieds ou non. Quelle est vraiment la limite entre les illusions, la réalité. Donc ça, c'était La moustache d'Emmanuel Carrère que je vous conseille. Et je pensais aussi, j'ai vu en fait en préparant une photo de Vincent Lindon et je me dis que c'est le personnage parfait en fait pour le jouer parce que je l'imagine bien avec et sans moustache et je me dis que le film doit aussi être assez intéressant avec lui et Emmanuel DeVos. Oui, j'ai vu que c'est aussi ce qui a été repris sur la couverture de l'édition Poche. Ils ont repris donc le duo Vincent Lindon et puis donc dans le rôle de l'acteur et c'est vrai que ça a l'air de fonctionner très très bien. On s'imagine parfaitement le personnage. Moi, j'ai jamais lu Emmanuel Carrère, mais c'est un des tout grands noms de la littérature française aujourd'hui. Je ne sais plus s'il a déjà remporté des prix, mais en tout cas, il est très souvent cité. Je me rappelle D'autres vies que la mienne, par exemple, c'était un roman qui avait été très 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 bien accueilli et récemment, je ne sais plus. T'en as lu d'autres de Emmanuel Carrère ou vous en avez lu d'autres d'Emmanuel Carrère par hasard? Moi, je te conseille fortement Limonov. Oui. Ça, c'est en fait sur un activiste russe qui a vécu 1000 vies. Donc ça, c'est fortement recommandé. Ok. Puis j'ai aussi lu L'Adversaire. Il y a donc D'autres vies que la mienne, roman russe. Et roman russe, c'est aussi intéressant parce que ça, c'est un livre et ça part en fait d'un fait divers où il apparaît qu'il y a le plus vieux prisonnier de la Deuxième Guerre mondiale est un Hongrois qui se trouve au milieu de la Sibérie. Et donc, on est dans les années 2000 et cet homme est toujours dans ce centre psychiatrique, je pense. Et c'est un homme qui a été arrêté dans les années 40 et qui a passé toute sa vie là. C'est un Hongrois, il n'a jamais communiqué avec ses gardes ou avec les infirmières. Et Emmanuel Carrère est parti avec son équipe, donc je crois que c'était pour un documentaire pour France Télévisions. Et il en fait aussi un roman, donc il y a toute une partie du voyage en train, plusieurs visites. Il y a un peu une introspection aussi sur lui-même, parce qu'il y a eu, je crois qu'il était peut-être en plein milieu de procédure de divorce, ou il a peut-être des problèmes un petit peu sentimentaux aussi à l'époque. Et donc c'est aussi une œuvre intéressante. Et donc il y a eu le documentaire sur cet homme, sur cette histoire, que je n'ai pas vu, mais c'était aussi assez intéressant. Il y a peut-être une critique sur lui, c'est il aime beaucoup parler de lui. Donc malgré que ce soit un roman, ou parfois il se répète parfois un petit peu entre ces différents livres, mais je recommande. Et pour alors parler, faire un autre écrivain français et parler de la guerre par la même occasion. Donc on a Romain Gary. C'est un des derniers livres que j'ai lu cette année. C'était Éducation européenne. Et ça, c'était sur ma liste depuis pas mal de temps. Et là, j'ai finalement trouvé l'envie et la motivation de le lire et je ne suis pas déçu. Donc on commence avec le jeune Yannick. La première scène, c'est le jeune Yannick qui creuse un trou avec son père dans la forêt. Ils sont sur le point de le terminer quand le roman démarre. Et nous sommes dans les années 40, peut-être 42, 43. Au nord de la Pologne, près de Vilno. Et Vilno, en fait, c'est le nom que l'on connaît mieux sous le nom de Vilnius en lituanien, parce qu'à l'époque, cette partie était annexée par la Pologne. Ça a été annexé pendant l'entre-deux-guerres. Et en fait, c'est la guerre, donc on n'est pas loin de Vilno. Il y a l'occupation allemande et il y a un groupe qui s'appelle le groupe des partisans, c'est le nom des résistants, se terrent dans la forêt et tentent des actions de sabotage, des sorties parfois suicidaires. Mais malheureusement, c'est souvent des actions un petit peu désespérées parce qu'ils ont très peu de nourriture, il fait froid, ils sont usés. Et il y a cette histoire de ce jeune garçon, Yannick, qui commence à vivre avec son père dans la forêt, mais son père disparaît. Il fait une sortie et puis il n'en revient pas. Yannick est forcé de rejoindre les partisans, tenter de vivre à l'écart pour augmenter leurs chances de survie. Il est forcé de les rejoindre et puis au final il rejoint ce groupe qui est assez hétéroclite. Il y a une autre personne qui en fait écrit un roman sur la bataille de Stalingrad qui se passe au même moment que cette histoire. Donc de temps à autre ils ont des nouvelles du front et ils se rendent compte que la bataille de Stalingrad c'est un des moments clés de l'histoire de cette guerre. Et le roman qu'écrit ce jeune homme, c'est l'éducation européenne. Et l'éducation européenne, qu'est-ce que c'est ? C'est l'histoire faite de bombes, de massacres, c'est l'histoire de viols, de sang. Donc on est bien loin d'imaginer peut-être une éducation faite de théâtre, d'opéra, de belle littérature. C'est vraiment la violence. C'est la manière dont il définit son éducation européenne. Et donc si je me souviens bien, je crois que le livre a été écrit dans les années 40, vraiment pendant la guerre, donc
une écriture qui s'inspire vraiment des faits du moment par Romain Gary. Romain Gary est aussi en fait se voit vraiment dans un des personnages, donc la personne qui écrit Éducation européenne. Il y a beaucoup de parallèles avec sa vie vu qu'il a aussi fui en fait la Lituanie d'aujourd'hui. Il l'a fui avec sa mère, je pense dans les années 20 si je ne me trompe pas, pour la France. Donc ça c'était en résumé, donc c'est le livre Éducation européenne. Yannick, et il rencontre cette jeune fille Zosha avec qui ils auront aussi une histoire et ce serait une histoire parallèle dans le roman. Donc je vous le conseille aussi. Merci. Très bien, très bien. Puisque tu parlais de violence, moi, une lecture très marquante de cette année, c'est un roman qui s'appelle Arène de Negar Djavadi. Negar Djavadi, donc c'est sorti en août ou septembre 2020, donc c'est très récent. Et c'est son deuxième roman, Negar Djavadi. Donc moi, je la connaissais par Désoriental, qui avait obtenu le prix première il y a quelques années. Et donc ici, elle revenait avec un deuxième roman, Désoriental, qui pour moi était excellent, surtout pour un premier roman extrêmement bien maîtrisé. Peut-être l'occasion d'y revenir une prochaine fois. Et donc ici, Arène, c'est quoi? En fait, c'est un roman un peu polyphonique et qui se passe dans les quartiers est, on va dire, nord-est de Paris. On suit d'abord un type qui s'appelle Benjamin Grossman, qui travaille chez une société BeCurrent, qui est une sorte de Netflix, on va dire. Hein. Donc un Netflix qui a une antenne à Paris et il se fait apparemment voler son téléphone. Voilà, finalement, c'est un banal fait divers, mais évidemment, c'est un téléphone dans lequel il a tous ses contacts, qui coûte bien cher, etc. etc. Donc, il faut absolument qu'il le retrouve. Et donc, il en vient se rappeler où il a dû le laisser et qui a dû le lui prendre. Et donc, c'est dans les quartiers, justement, est de Paris, côté Canal Saint-Martin, un petit peu au-delà. Et donc, il arrive il retrouve en fait le gars qui sans doute lui a fait. Et donc, il y a une sorte d'altercation entre eux. Et ça va déclencher en fait un peu une spirale de violence, puisque par ricochet, en fait, ça a provoqué un début d'émeute finalement dans Paris. On croise aussi notamment une candidate à la mairie, quelqu'un qui filme la scène et qui va déclencher un peu toutes sortes de choses. Les policiers aussi, les jeunes des cités. Ce qui était particulièrement marquant, c'est que c'est très réaliste hein, finalement. Comme on se dit, voilà, c'est tout à fait le genre de choses qui, pour un petit élément qui peut déclencher comme ça une spirale de violence. Et alors, l'auteur est vraiment très très bonne dans la transcription, on va dire, de la tension en fait. Hein. Donc plus on avance, plus on sent la tension, on sent la marmite comme ça qui est prête à exploser. Donc de nouveau, c'était très bien maîtrisé. Je trouve que c'est toujours difficile de revenir après un premier roman très remarqué, très apprécié, qui a eu au moins un prix, en tout cas, voilà, qui a été apprécié par la critique. Revenir après, c'est difficile. Donc ici, elle a vraiment choisi quelque chose de très différent, puisque Désoriental, ça parlait de l'Iran, quelque chose qui n'a rien à voir avec celui-ci. Et c'est peut-être, je me disais, une bonne approche que quand on veut écrire un deuxième roman, après un premier qui a très bien marqué, dans lequel on a mis souvent beaucoup de soi, de prendre presque un peu le contre-pied, de faire vraiment quelque chose de différent. Donc lecture très marquante que je conseille vraiment très fort aussi. Donc Arène de Negar Djavadi. Je me souviens d'avoir marqué le livre Désoriental. J'avais vu sur Goodreads que ça t'avait bien plu. Ça te me dit quelque chose. Ouais, j'avais mis la note maximale. Je mets pas souvent quand même la note maximale. Donc là, ouais. J'espère qu'on aura l'occasion d'y revenir un jour quand on traite. Il faudra qu'on trouve un thème pour parler de ça. Moi, je voulais vous parler d'un album qui m'a beaucoup marqué cette année, de musique. Alors, c'est pas exactement, donc il n'est pas exactement sorti en 2021, mais 2019. Ça reste très actuel. Donc la chanteuse est toujours en concert et c'est un album assez magique, je trouve. Alors c'est une chanteuse donc vous connaissez peut-être, je ne sais pas, ce n'est pas le cas donc c'est l'occasion d'en parler, mais donc elle s'appelle Rita Payés, chanteuse espagnole et elle est vraiment incroyable. Donc c'est du jazz, une chanteuse de jazz, une très jeune chanteuse, mais elle a une voix vraiment très puissante, très maîtrisée, extrêmement mature. Et en fait ce dernier album c'est un duo avec sa mère qui est guitariste classique et flamenco. Et alors elles interprètent un mélange de chansons un petit peu traditionnelles et de créations de Rita Payés qui sont vraiment dans une atmosphère très douce, quelque chose d'extrêmement calme, très cosy, mais très précis, donc vraiment la manière de chanter extrêmement précise. Et alors des textes très beaux souvent. Donc c'est en espagnol, certains sont en portugais, et ça je trouve ça très chouette aussi de pouvoir justement en tant qu'espagnol, pouvoir s'ouvrir aussi à la culture portugaise. C'est vraiment des langues qui sont très belles en fait, hein, qui fonctionnent bien ensemble aussi. Et alors, donc cette chanteuse aussi a la particularité de jouer du trombone. Et donc, elle passe parfois entre la voix et le trombone.
et ça donne des choses tout à fait magnifiques. Elle était en fait l'élève d'un contrebassiste de jazz qui a eu donc une sorte d'école apparemment en Espagne qui a très bien fonctionné, et donc la plupart de ses étudiants sont, j'ai écouté quelques extraits, sont vraiment très très bons et assez jeunes, donc ils arrivent relativement jeunes à avoir un niveau de chant tout à fait intéressant. Et alors ma chanson préférée sur cet album, c'est une reprise d'un classique de la culture hispanophone argentine, qui est un hommage à une grande poétesse argentine qui s'appelle Alfonsina Storni. Donc, la chanson s'appelle Alfonsina y el mar, donc Alfonsina et la mer. Et alors c'est très très beau. C'est donc un mélange de... Au chant, on a quelque chose de très espagnol, un peu des techniques gitanes de façon de modifier la voix, avec donc un accompagnement guitare très doux, très, très simple. Et en fait, cette chanson, c'est quelque chose qui a été chanté par tous les grands chanteurs hispanophones, donc c'est vraiment extrêmement connu. Et cette version-là rajoute quelque chose. Elle est vraiment très subtile, quelque chose de... On sent vraiment l'atmosphère. Et c'est un texte particulier, donc en fait, c'est un hommage à cette poétesse un peu spéciale, qui est une amie notamment de Lorca, une grande poétesse, vraiment des textes superbes, mais qui a fini sa vie en se suicidant dans la mer. Et elle a en fait écrit beaucoup là-dessus aussi. Donc il y a beaucoup de textes très assez sombres en fait, où mais très beaux aussi, où elle décrit en fait un petit peu sa mort. Elle parle du fait de se faire enterrer elle-même, elle parle du fait d'aller se noyer dans la mer. Et cette chanson a été écrite en hommage, en reprenant certains thèmes de ses poèmes et en s'adressant à elle en fait, en faisant un petit peu la conclusion finalement de ses textes par rapport à sa propre mort. Voilà, c'est quelque chose vraiment... c'est Imagina l'album, Rita Payés. Tu savais qu'elle venait à l'ancienne Belgique 13 novembre 2022. Chouette, hein, d'accord. Alors c'est bizarre, c'était en matinée, enfin ils appellent ça matinée, donc c'est à Ouais. 15h un dimanche. D'accord, oui. Donc de toute façon, 13 novembre 2022, et visiblement il y a des places puisque c'est possible d'en acheter. Intéressant. Alors en fait, c'est une chanteuse qui débute d'une certaine façon. Ça fait pas longtemps qu'elle est sur scène. J'ai vu un petit peu, donc les critiques sont très très bonnes, qui a l'air de vraiment bien se développer. Et je pense que cet album, c'est le premier avec ses chansons personnelles, mais je me trompe peut-être. Elle écrit aussi donc ses textes. C'est un petit peu original aussi, ce mélange de trombone et de chant, qui convient très bien avec son timbre de voix. C'est quelqu'un qui a un timbre aussi qui est très variable, donc elle peut aller dans des aigus assez élevés et des graves très très profonds. C'est pas très courant, ça, un mélange tromboniste-chanteur, non? Non, En général, non, et alors... j'imagine que c'est soit l'un, soit l'autre. non, c'est vrai. Et c'est rigolo justement en live de la voir un petit peu switcher dans les deux. J'ai vu quelques vidéos et évidemment elle fait ça très très naturellement et vraiment comme si de rien n'était. Mais alors on voit bien, souvent on dit que l'instrument, c'est pas le chanteur le joueur qui choisit son instrument, c'est l'instrument qui choisit la personne. Je trouve qu'effectivement le trombone ça va parfaitement bien avec son timbre de voix. En fait, il n'y a pas de libre arbitre dans le choix des instruments, si je comprends bien. Non, je ne crois pas. La boucle est bouclée, Maxime. On peut arrêter pour aujourd'hui. Et alors, pour poursuivre un petit peu dans le thème, je suis un peu désolé des thèmes, mais il se fait qu'un des plus beaux poèmes que j'ai lu cette année, c'est un poème de Charles Cros. Alors Charles Cros, moins connu que d'autres, connu que Baudelaire ou... quand même assez incroyable. Je ne sais pas si vous connaissiez un tout petit peu son parcours. Donc c'est un poète français 19e et qui était une sorte de génie, d'une certaine façon, quelqu'un qui avait vraiment une manière de se développer un peu particulière et qui très très jeune a quand même maîtrisé le sanskrit et l'hébreu. Il a passé son équivalent du baccalauréat à 14 ans et ensuite il a enseigné la chimie, la physique, il écrivait des poèmes à côté. Alors il n'a pas été très connu à son époque pour ses poèmes, mais plus tard les surréalistes surtout l'ont un peu exhumé et ont montré qu'il y avait vraiment des choses tout à fait incroyables. Et je voulais vous lire, donc c'est un très court poème, ça s'appelle L'avenir, Avenir de Charles Cros. À la fois le sujet, je sais pas, peut-être que d'autres auraient pu écrire sur ce thème-là aussi, mais c'est tellement bien, il y a quelque chose d'intéressant. Je vais vous le lire, puis après vous me dites ce que vous en pensez. Les coquelicots noirs et les bleuets fanés, dans le foin capiteux qui réjouit les tables, la lettre jaunie où mon aïeul respectable, à mon aïeul fit des serments surannés. La tabatière où mon grand-oncle a mis le nez, le tric-trac incrusté sur la petite table me ravissent. Ainsi, dans un temps subutable, mes vers vous raviront, vous qui n'êtes pas nés. Or, je suis très vivant. Le vent qui vient m'envoie une odeur d'aubépine en fleurs et de lilas. Le bruit de mes baisers couvre le bruit des glas. Ô lecteur à venir, qui vivez dans la joie, des 16 ans, des lilas et des premiers baisers, vos amours font jouir mes os décomposés. Alors moi, ce que je trouve magnifique, c'est cette espèce de façon de lutter contre la mort et en prenant conscience du temps qui passe et en se disant d'accord, on est mortel, mais on le sait. Et quelque part, on s'en fiche dans le sens où on crée cette connexion justement entre les 16 ans des autres finalement. Et de 16 ans en 16 ans, donc la personne vivante écrit quelque chose, manifeste son existence
et le retransmet à celui qui peut le relire un petit peu après. Ça crée un lien, une puissance que je trouve assez étonnante. Cette espèce de moment où la vie existe, on est dans cette vie et on le sent. C'est difficile à décrire. Et de se sentir en vie. C'est ça, sentir en vie, comme de mettre le mot sur cette espèce de moment dans un flux. Donc en fait la vie passe, les choses disparaissent. Donc il y a vraiment l'extrême entre on a tellement pris conscience du flux qu'on a compris. Donc le narrateur est mort, finalement c'est un squelette décomposé qui parle. Mais il parle depuis justement donc l'opposé absolu qui est le moment de sa jeunesse la plus intense et de ses sensations les plus intenses. Et il le renvoie donc au lecteur qui est dans la même situation que lui, comme si effectivement le squelette pouvait vivre à travers le lecteur, qui lui-même deviendra squelette, mais en même temps pourra faire revivre les autres. C'est peut-être que, je ne sais pas, peut-être que ça résume en fait pour moi un peu la poésie en tant que telle, ce sentiment-là. Le fait d'avoir un petit moment bref, mais qui est d'une intensité très forte et qui permet de justement montrer cette espèce de résistance contre la décomposition. Alors moi, j'aimerais bien parler un peu de théâtre. Jusqu'ici, en fait, on n'a pas vraiment eu l'occasion de le faire. J'ai vu de très bonnes choses juste depuis la réouverture, en fait. Même si avec les abonnements, finalement, je me rendais compte que la plupart des spectacles auront lieu à partir en tout cas, ceux que j'ai réservés auront lieu à partir de janvier. Et donc, néanmoins, j'ai vu de très bonnes choses. Alors, je voudrais d'abord vous parler de 2 spectacles d'humour. Donc, il y en a un, pour être très honnête, je l'ai vu en 2020, mais bon, il est en tournée, donc il y aura l'occasion de le voir. Donc, il y a d'abord 2 spectacles d'humour, donc Alex Vizorek et Guillermo Guise, qui ont fait tous les deux lancé leur 2e spectacle, presque en même temps, on va dire. Parce que Guillermo Guise, c'était en mars 2020, donc j'étais à une des premières. Et puis, donc, il y a eu le confinement, tout ça, et donc ça a été reporté. Beaucoup de sa tournée, toutes séances ont été reportées. Mais bon, de toute façon, il ajoute des dates dedans et le précédent spectacle, il a tourné plusieurs années, donc il n'y a pas de souci. Il revient mais de toute façon, il revient en Belgique. Ici, je sais bien qu'il vient à la Louvière dans pas longtemps, il me semble, et ils ont rajouté des places justement, puisque c'était complet, et il tourne en France, en Belgique. Et Vizorek, lui, c'est un tout petit peu plus tard, parce que normalement, j'aurais dû le voir en mai 2020, je pense. Donc ça a été reporté plusieurs fois. Et j'ai vu finalement, lors de la première, le lendemain de la réouverture des théâtres, ça devait être en juin 2021. Alors donc c'est des humours assez différents, même si ce qui est amusant, c'est qu'ils collaborent ensemble, hein, puisqu'ils dirigent le Kings of Comedy Club à Ixelles. Mais c'est des humours finalement très différents, puisque on va dire Vizorek, c'est plus un humour un peu intello, comme ça on utilise l'art. Le premier s'appelait Alex Vizorek, qui est une œuvre d'art. Spectacle plutôt centré autour de la mort. On n'est pas déçu, on va dire, ça reste du Vizorek. Il va parfois très très fort. Et voilà, donc moi, très bonne facture, c'est bien écrit. Donc si vous aimez Vizorek, allez-y. Pour Guillermo Guise, donc là, on n'est pas dans un humour très, très intello, c'est un peu l'inverse. Comme il le dit lui-même, il parle beaucoup de sa queue, hein. Finalement, c'est son centre d'intérêt, c'est un peu ça. Là où je trouve qu'il a atteint une dimension supplémentaire par rapport à son premier spectacle, Guillermo Guise, c'est que ici, il parle un peu de sa vie et surtout de sa relation avec son père, parce qu'il explique en fait à travers son spectacle, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'autodérision aussi, qu'en fait il a été élevé uniquement par son père, il n'y avait pas du tout de femmes dans son entourage, et que c'est quelque chose qui l'a beaucoup marqué. Et donc par petites touches comme ça, il arrive à en faire un spectacle aussi émouvant. Personnellement, mon avis, c'est que quand on arrive à faire de l'humour et en même temps à ajouter cette dose d'émotion et à faire surtout le bon mélange, parce que c'est ça qui est pas simple, on atteint vraiment la quintessence, je trouve, du spectacle d'humour, parce qu'on arrive à avoir une dimension supplémentaire et qui peut embarqué. Et donc sous des dehors comme ça de gars sans y toucher, ou genre je viens, j'ai pas préparé mon spectacle, je raconte juste les blagues qui me viennent à l'esprit, en fait c'est beaucoup plus construit que ça. Et ça, je trouve qu'il excelle vraiment là-dedans. Donc c'est un vraiment très très bon spectacle, Guillermo Guise. Je recommande vraiment très très fort, même si a priori on n'est pas candidat de son type d'humour. Et si on ne connaît pas très très bien, on peut toujours aller voir ses capsules sur France Inter, parce qu'il passe dans la bande originale de Nagui une fois par semaine. Donc ces capsules, c'est assez bien son type d'humour, quoi. Donc c'est un peu ce qu'on retrouve sur scène aussi. Donc ça, c'est une bonne, on va dire, première approche en tout cas. Et dans un registre là, pour le coup, à l'opposé, j'ai vu La Dernière Nuit du Monde, et avec Fabrice Murgia. Donc Fabrice Murgia, il n'y a pas besoin de le présenter aujourd'hui, sans doute le plus grand nom du théâtre belge francophone aujourd'hui. Dernière Nuit du Monde qui a été créé à Avignon d'ailleurs cet été. Et alors là, de quoi ça parle? En fait, des scientifiques viennent de mettre au point une pilule qui permet de limiter le sommeil à 45 minutes par nuit. Et donc, formidable évidemment, puisque on n'a plus besoin que de dormir 45 minutes, on peut faire plein de choses en plus.
tous les États, les gouvernements sont très intéressés parce que, en fait, ça permet de résoudre le problème du chômage. Évidemment, puisque les gens ont plus de temps, donc il y a plus d'activités, donc il faut plus d'emplois aussi pour toutes ces activités-là, puisque pendant la nuit où il ne se passe finalement pas grand-chose, il faut créer de l'activité à ce moment-là. Et donc on s'engouffre un peu là-dedans. Et Fabrice Murger la campe, je sais plus si c'est un commercial ou un gars qui travaille pour un peu cette firme-là, qui vend un peu ces pilules et qui se rend compte du désastre en fait qu'il provoque. Et puisque c'est pas du tout, il pensait faire quelque chose au départ de bien, il se rend compte petit à petit avec son couple aussi qui a des problèmes, que c'est la direction qu'ils ont prise, c'est pas du tout l'utopie, c'est plutôt complètement l'inverse. Voilà. Alors ce qui est formidable, Murgia en fait il est très connu pour utiliser beaucoup la vidéo dans le théâtre, donc il fait du théâtre très moderne qui permet aussi de passer plus facilement auprès des élèves. Donc ça, je trouve que c'est chouette d'emmener ces élèves voir un de ces spectacles parce qu'on est très loin des spectacles en costume, poussiéreux à la limite. C'est très vivant. Donc, il utilise beaucoup la vidéo, mais assez bien. Je trouve que la vidéo ne prend jamais le pas sur les personnes qui sont sur scène. Ça, c'est quand même très important. Et donc ici, en plus, il n'y a que 2 personnes sur scène. Il y a lui et il y a la personne qui joue sa femme, qui est un peu en retrait. Et bon, on comprend dans le spectacle pourquoi elle est en retrait comme ça. Donc on retrouve ça, on retrouve tous les éléments de Murger. Alors ici, c'est un texte aussi de Laurent Godet, l'auteur français, l'auteur que j'aime beaucoup. Et donc ils ont construit un peu le spectacle ensemble. Si on aime Laurent Godet, je trouve qu'on retrouve un peu dans le texte son style. Donc ça, c'est une bonne pas surprise, mais en tout cas, retrouver ainsi l'auteur, c'est chouette. Mais alors, moi, Fabrice Murger, j'ai déjà vu beaucoup de ses spectacles, parce qu'il est donc avec sa compagnie Art Arabe, et il avait fait le dernier que j'avais vu, je pense que c'était d'ailleurs ça, j'espère que je ne dis pas de bêtises, c'était sur la poétesse Sylvia Plath. Et en tout cas, c'était fantastique cette pièce. Oui, c'est ça, c'était la compagnie Artara. D'accord. Oui, c'est ça, donc c'était de lui. Donc ça, c'était déjà un spectacle 4 étoiles aussi. C'est marrant, quand tu parlais justement de style un petit peu vivant avec le film, je pensais justement à cette pièce-là. Je ne savais pas que c'était le même. Oui, la pièce sur Sylvia Plath qui utilisait justement un petit peu des techniques complètement différentes, un peu nouvelles. Oui, donc ça, c'était excellent. Donc ici, on est quelque chose de plus intimiste, parce qu'il n'y a que 2 personnes sur scène. On n'est pas du tout avec le quartet c'est le quartet d'ailleurs d'Anne Pierlet, toutes les personnes qui jouaient la poétesse justement. Non, ici c'est beaucoup plus réduit, plus épuré, on va dire, et c'est volontairement d'ailleurs épuré. Mais moi, du coup, c'est la première fois que je voyais Murgia sur scène, parce que donc j'avais beaucoup vu de ses mises en scène, de ses spectacles, mais jamais sur scène, et quelle présence il a, quoi. Ça, c'était le truc qui m'a scotché, et les gens avec qui j'étais, on en a parlé juste après la pièce, ont eu un peu cette même réaction aussi. Il faut pas 2 minutes, parce qu'il est tout seul sa femme est un peu en retrait, et il faut pas 2 minutes pour le ressentir. C'est incroyable la profondeur qu'il arrive à avoir comme ça sur scène. Ça, c'est scotchant déjà. Donc même sans tout le reste, c'est déjà incroyable. Et ça dénonce beaucoup les dérives du capitalisme aussi. Donc ça, c'est un peu ce qu'il utilise dans ce spectacle. Enfin voilà, donc c'est un peu une claque aussi. Donc très très bon spectacle. Alors donc comme ça c'était créé à Avignon cette année. Donc le spectacle tourne. Il revient, je sais bien, au Théâtre National en 2022. Et il est en tournée, je sais bien, il passe à la Louvière aussi notamment. Donc très très bon spectacle. Et les gens avec qui j'étais, qui sont pas comme moi, qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre, on va dire, ont vraiment beaucoup apprécié aussi, malgré la thématique pas évidente. C'est pas un spectacle marrant, hein, c'est plutôt l'inverse, un peu une dystopie plus qu'autre chose, mais très très prenant. Et j'étais en plus dans la salle c'était un vendredi soir, mais il y avait quand même beaucoup d'élèves. Et il a quand même eu beaucoup de rappels, donc j'étais un peu surpris. Vraiment, même les élèves ont beaucoup apprécié la pièce et il n'y a pas du tout eu de... On avait fouillé un peu les séances du mercredi et du jeudi en se disant on aura moins d'élèves le vendredi, et puis quand on arrive on voit ça, zut, il y en a quand même. Mais non, pour le coup le spectacle est très bien passé chez eux aussi. Ouais, le sommeil, c'est un thème quand même très qui touche tout le monde, quoi. Donc oui, après si on veut un peu les écouter aussi leur démarche, je sais bien qu'ils sont passés dans Entrer sans frapper sur la première tous les 2. Je pense que c'est disponible sur Ovio, donc il y a moyen de retrouver aussi l'interview de Fabrice Murger et de Laurent Godet dans l'émission de la première. Et du coup, est-ce que le chômage est résorbé ou pas? Oui, ça résout le problème du chômage, mais ça génère d'autres problèmes par contre. D'accord, parce que ça m'étonne. Moi, je me serais plutôt attendu à ce que les employeurs demandent aux travailleurs de travailler peut-être 14, 16 ou 18 heures par jour à la place. Et non, parce qu'en fait, les gens qui n'ont pas de travail pour le moment, c'est ceux-là qu'on va utiliser pour toutes les activités supplémentaires qui sont nécessaires. Ouais. Bon, évidemment, c'est simplifié. Hein. Le but, c'est pas de faire un spectacle économique, c'est plus la tragédie que ça amène, et en particulier sur son couple aussi, puisque c'est un type qui va un peu contre ses valeurs finalement, et il s'en était pas rendu compte tout de suite. Donc c'est pour ça que ça provoque
de profonds dilemmes en lui aussi. Donc Mhm. c'est ça qui est bien, c'est que c'est à la fois, on a la portée mondiale, en tout cas plus universelle, on va dire, et puis on a la tragédie intime du couple, quoi. Et donc il arrive très très bien à manier les deux en Mhm. même temps. Oui, parce que le scénario, finalement, le contexte, c'est une chose, et c'est vrai que là, il y a vraiment une clé de réflexion, de symbolisation de plein de choses, mais après on se dit, bah oui, effectivement, par où on commence par aborder cette histoire, ce sera quoi le fil conducteur, et là, il y a ce choix, effectivement, donc du couple. Tout à fait. Ouais. Et moi, je trouve toujours qu'en fait, que ce soit en littérature, au théâtre, quand on veut parler de la grande histoire, c'est souvent un prisme plus intime qu'on arrive à toucher un Mhm. peu plus les gens, parce que sinon, on regarde un documentaire. Et c'est une autre démarche qui a tout son sens aussi. Et ici, il fait un peu la même chose, sauf qu'il ne se tourne pas vers le passé, il se tourne vers le futur, quoi, puisqu'on est plus dans une dystopie. Et dans un futur complètement imaginaire, mais finalement pas si imaginaire que ça, et ça ressemble très fort à ce qu'on vit, sauf qu'il y a cette pilule en plus qui provoque des bouleversements, quoi. Et qui, effectivement, apparaît un petit peu comme une solution. Je pense qu'il y a plein de gens qui se diraient que c'est ce qui manquerait à leur vie pour tout Oui, d'un coup résoudre tous les problèmes, quoi. tout à fait. Et justement, on posait la question, je pense à Laurent Godet, justement dans l'émission Entrer sans frapper. Tiens, est-ce que vous prendriez la pilule? Et il a dit, je pense que oui, je le ferai. Et si on devait se faire cette réflexion, je pense que beaucoup d'entre nous diraient la même chose aussi, parce qu'on se dit, on a toujours plein de choses à faire. Mais c'est Ouais, l'occasion, ouais. c'est l'occasion justement. C'est un engrenage après qui se met en route et c'est une chaîne sans fin. Et donc après, ça se retransforme un peu dans l'autre sens. On se dit, mais finalement, si cette question se pose, après, ça se repose sur le temps de sommeil, même sans pilule. On a quand même une marge de manœuvre énorme entre justement ce qu'on peut décider d'allouer à un temps de travail ou un temps de sommeil, et on peut influencer là-dessus. Finalement, la nuit, elle doit être un peu sacralisée aussi. Enfin, elle fait tout son Ouais. sens dans une existence, etc. Donc il y a toutes ces réflexions-là aussi. Donc c'est Mhm. très riche, je trouve, comme spectacle. Ouais. Et la nuit, c'est assez culturel, hein. J'avais entendu, je sais plus vers quelle époque, mais cette idée de nuit, par exemple, complète, qu'on a quand même malgré tout dans notre culture, même si effectivement on peut être dans des contextes où on demande beaucoup de productivité, beaucoup à pas dormir, se lever tôt, etc. On vit quand même dans une culture avec une nuit unique. Donc on se couche à un moment donné, on se réveille à un autre. Et ça a une histoire. C'est pas quelque chose de forcément naturel. Et notamment ces idées de longues nuits d'hiver qu'on avait à une époque où en fait beaucoup de gens dormaient par des petits groupes, par exemple de 4 heures, et se réveiller, vivaient quelque chose, manger, jouer aux cartes, faisaient des petites activités, et puis se recoucher. Et cette attitude-là existe encore apparemment dans plusieurs cultures asiatiques, cette idée de ne pas forcément dormir en une seule vague, mais d'avoir des petits moments de répit. Alors médicalement, tout ça se discute, hein, il n'y a pas forcément de façon privilégiée de faire, mais c'est effectivement des attitudes différentes. Oui, dans l'histoire, il y a quand même pas mal de chercheurs qui aussi dormaient par groupe de 3-4 heures maximum. Du coup, ça leur permettait de travailler aussi pendant la nuit. Donc, c'était peut-être un peu plus calme, moins de distractions. Et puis après, de dormir un petit peu quand tout le monde est occupé et de faire comme ça des micro-siestes de 2-3 heures. Et Léonard de Vinci, par exemple, avait un rythme très particulier. Il dormait, alors je ne sais plus exactement comment, mais vraiment un rythme très, très spécial, avec plusieurs pauses dans sa journée, où il dormait à plusieurs moments, donc des petits groupes d'heures. Et ça lui libérait effectivement aussi beaucoup de temps dans la nuit, notamment. Mais c'est des choses qui sont très lourdes pour l'organisme, en fait, hein. Enfin, c'est des grosses influences sur le niveau du corps. Il faut vraiment être habitué à faire ce genre de choses pour le vivre bien. Mais c'est vrai que le lien économique aussi, nos activités influencent énormément notre sommeil, mais par exemple depuis notre éducation, c'est vrai que je regarde un petit peu dans l'école secondaire par exemple, le moment du réveil est quand même très instrumentalisé. Suivant les écoles, ça dépend un petit peu, il y a peut-être une variation de 20 minutes, une demi-heure, une heure, etc. Mais ça implique tout un mode de vie lié à ce moment du réveil, qui peut être très différent dans certains pays par exemple. Et c'est vraiment quelque chose qui va rythmer finalement, un peu comme une musique, mais qui rythme les habitudes de chacun, hein, finalement. La sensation du week-end, le moment de l'heure du coucher, etc. Tout ça est extrêmement déterminé par une sorte d'habitude globale de quand est-ce qu'on se réveille. Et la marge de manœuvre n'est pas gigantesque par rapport à ces choses-là. Mais ça définit aussi finalement une attitude peut-être commune, mais effectivement qui est encore très culturelle, donc qui dépend vraiment d'un endroit à un autre. Je ne sais pas s'il y a une sociologie du sommeil. J'imagine que oui, on doit pouvoir trouver des... Ouais, mais je pense qu'il y a eu aussi des études qui montraient que débuter les cours avant 9 heures, ou même peut-être avant 10 heures, c'était un petit peu trop poussé. Mais ça va avec toute une stratégie différente aussi. C'est vrai que par exemple, je regarde en comparant avec la France, par exemple, en Belgique, je trouve que les gens ont tendance à se lever tôt, à commencer tôt, à travailler par exemple à l'école beaucoup le matin de façon assez intense, mais en se libérant un petit peu plus l'après-midi. Par exemple, le fait de manger plus le soir, qui est aussi quelque chose d'assez belge finalement, et de manger le matin, par exemple, permet donc de manger moins le midi et donc de condenser la journée
et de sortir un petit peu plus tôt. Comme si une sorte de plan, mais évidemment une plan sans concertation, mais une sorte d'habitude commune, de comment les gens s'organisent entre eux pour optimiser un petit peu leur journée. Et qui peut changer énormément. Quand on compare avec l'Espagne, par exemple, c'est complètement autre chose. Le rythme de vie, mais donc justement un autre stade d'équilibre qui s'est construit un petit peu naturellement sur d'autres habitudes. Je sais qu'en Allemagne, par exemple, les cours finissent à midi, c'est que des journées courtes, mais donc aussi avec cette idée de condenser énormément pour se libérer l'après-midi. Alors que, par exemple, en France ou en Espagne, c'est assez mal vu justement de condenser, dans le sens où on se dit, bon d'accord, on commence un petit peu plus tard, mais on profite un petit peu du moment de travail, donc on étend un petit peu, mais aussi peut-être pour le rendre un peu plus, je sais pas, idéalement, hein, c'est peut-être pas forcément comme ça en pratique, mais pour le rendre peut-être plus agréable aussi, se dire, bon, prendre un peu plus de temps de faire les choses, mais après, voilà, avec des horaires qui peuvent facilement déraper un petit peu, ou comme au Japon par exemple, où là vraiment le soir n'est pas du tout une limitation pour travailler. Dans la culture parfois de dormir au bureau. Je sais pas si tu as déjà entendu parler de ça. Il y a certains qui ont leur oreiller, leur couverture et qui dorment sous leur bureau. J'ai déjà entendu des cas comme ça. Oui, parce que aussi le fait de montrer la fatigue, ça renvoie l'image de quelqu'un qui justement s'investit, qui n'a pas peur de se fatiguer au travail. Et donc finalement, c'est vrai que c'est de bon ton aussi de dormir un petit peu partout. Et alors, j'ai discuté avec un Japonais qui me disait que lui, donc il a été surtout éduqué en Grande-Bretagne, mais il a vécu aussi un petit peu au Japon. Et il y a eu une période où il s'est remis un peu dans le rythme japonais. Et il avait appris à dormir dans le métro et se réveiller au moment où le métro arrive au bon endroit. Et en fait, c'est vraiment une habitude donc au début, il avait raté plusieurs fois son arrêt, et puis, et puis finalement, il se réveille pile au bon moment. Et c'est quelque chose d'assez commun. Alors c'est un peu étrange, parce que c'est que quelques minutes de sommeil, peut-être de dormir quand on n'en peut plus, dans le sens où on montre qu'on a fait le maximum, peut-être. Oui, mais c'est vrai qu'il peut y avoir quand même un bon pouvoir des micro-siestes. 5 minutes ou 2 minutes. Ouais. J'ai parfois l'impression d'avoir comme ça, d'être rafraîchi. Ça donne l'impression d'avoir dormi parfois 1 heure, un petit boost. C'est peut-être un petit peu une sorte d'effet placebo, mais ça permet de faire une sorte de reset aussi. Et inversement, c'est vrai qu'on peut prévoir un temps important pour le sommeil, mais si le sommeil n'est pas profond, on ne s'en sert pas finalement. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui se construit sur le long terme. Le sommeil, c'est vraiment une capacité sportive qu'on apprend sur du très long terme, qui demande une adaptation importante, comme une sorte de sanction des habitudes d'une certaine façon. Comme si, effectivement, c'est vraiment ce qu'on va faire sur une grande période qui va enrichir cette capacité de repos. Je me souviens d'une phrase, c'est dans le livre Walden de Thoreau. C'est un livre très, très chouette, mais à un moment donné, donc, il essaye de montrer le plaisir qu'il a de se réveiller le matin, et il essaye de faire comprendre au lecteur la chance de pouvoir avoir tous les jours un lever de soleil. Que effectivement, c'est un moment magique, mais qui est très difficile finalement à ressentir, parce que ça demande une habitude de vie justement particulière qui est peut-être un peu décalé par rapport aux habitudes de la société, enfin de certaines parties de la société. Et donc il y a notamment une phrase où il explique qu'il refuserait toujours de prendre un café si jamais ça l'empêchait de pouvoir se réveiller assez tôt pour profiter du soleil. C'est un point de vue assez intéressant. Finalement, donc le fait de rechercher, un peu comme la pilule, le fait de rechercher à repousser les limites du sommeil, ça change aussi finalement le rythme de vie et la possibilité d'utiliser ce sommeil pour profiter de différents moments dans la journée. Et d'avoir notamment cette espèce de spectacle gratuit du matin. Donc effectivement, peut-être d'être un peu plus endormi dans la journée, mais pour pouvoir dormir rapidement et pouvoir se réveiller le matin. Ça peut être aussi une manière de faire. Oui, c'est créer une fatigue positive, disons. Et c'est vrai que le matin, si on parvient à se lever assez tôt, on profite de ces bonheurs gratuits. Donc, il y a le calme, par exemple, les rues qui sont vides. Ouais. Simplement le bruit de la machine à café, par exemple, ou le soleil. Voir le jour se créer à nouveau. C'est vrai que ça n'a pas de prix, et si on se lève à chaque fois à 9h ou à 10h tous les jours, c'est un truc qu'on n'a jamais l'occasion d'expérimenter, de vivre. Oui, c'est étonnant. Et alors, c'est vrai que par rapport à la notion économique aussi, le sommeil, c'est quelque chose aussi de très social, mais la plupart des professions finalement qui sont moins valorisées possèdent justement cette espèce d'impératif de l'heure de lever tôt, de se lever tôt. Et plus une profession est défavorisée généralement, et plus cette heure du matin descend. Les balayeurs, les éboueurs, etc., qui doivent commencer leur journée à 4h du matin, enfin, ou 5h ou 6h, et comme si l'ascension sociale, c'était la chance de pouvoir se lever un petit peu plus tard, à chaque fois. Il y a du vrai, jusqu'à une certaine limite, avec des docteurs qui travaillent peut-être parfois 16 heures par jour dans certains cas, dans les périodes très occupées. Mais c'est vrai qu'il y a des extrêmes. Ouais. Ou alors peut-être le fait de choisir finalement son emploi du temps, c'est-à-dire pas forcément se lever tard, mais en tout cas avoir la possibilité de le faire. Se dire effectivement, moi j'ai besoin de me lever tôt pour
pouvoir faire mon travail, mais c'est moi qui le dessine, c'est pas un horaire imposé. Pour moi, ça, ce serait la plus proche version du luxe, de pouvoir de pouvoir faire une sieste. Parce que la sieste en pleine journée, probablement pas grand-chose, mais si on a pu profiter du lever du jour. Et alors c'est vrai que tu parlais du pouvoir des micro-siestes, mais il y a aussi cette capacité du sommeil de favoriser la mémoire. Et donc j'ai cru comprendre que par exemple Léonard de Vinci, enfin ce genre de personnes, utilisaient le sommeil de cette façon-là. Donc ils apprenaient quelque chose, ils faisaient quelque chose, et puis ils dormaient pour justement un petit peu consolider cet apprentissage. Et c'est vrai que si on arrivait à maîtriser ce pouvoir-là, probablement qu'on pourrait faire beaucoup de choses, d'aller plus loin en fait dans certaines directions. Et ça renvoie aussi un petit peu à la question de la conscience, c'est-à-dire on aimerait bien que les choses soient simples dans le sens où faire quelque chose de bien, c'est prendre conscience de ce qu'il faut faire et se concentrer là-dessus. En fait, les choses se passent différemment. L'inconscience est nécessaire pour justement consolider aussi ce qu'on a envie de faire, par exemple. Et l'apprentissage de la musique ou de la poésie, ce genre de choses, montre bien que il suffit pas de se remémorer des paroles ou de les lire ou de les comprendre, mais il faut laisser passer le temps pour que ça imprègne et que ça ressorte un petit peu tout seul. Et le sommeil a ce rôle-là d'imposer une sorte d'inconscience, mais qui permet cette espèce de recul, qui permet d'aller plus loin, de progresser. On n'est plus seulement dans le fait de se dire tiens, est-ce que j'ai bien mémorisé ce mot-là, etc. Mais on est passé à une étape supplémentaire. On a la strophe, et ça c'est une belle leçon aussi pour comprendre la nécessité justement de pouvoir rester agile avec cette conscience et se dire que la focalisation, la concentration, elle a ses moments et elle ne doit pas parasiter quelque chose de plus large qu'on ne peut pas vraiment contrôler aussi précisément. Mais qui n'est pas non plus de l'incontrôle ou quand on dit des fois du lâcher prise, ce genre de choses, c'est pas vraiment ça non plus parce qu'on va quelque part finalement, c'est une direction, on fabrique quelque chose, c'est pas du tout chaotique. Mais si on essaye de vouloir tout visualiser dans le détail absolu, on rate complètement l'efficacité, c'est étonnant. Ouais, c'est vrai que le sommeil c'est assez important pour pouvoir consolider les nouvelles connaissances et ça nous offre aussi une sorte de temps d'arrêt peut être très important et qu'on peut même essayer de reproduire en pleine journée. Donc essayer de se déconnecter de ce qu'on fait et de faire quelque chose de totalement opposé, donc laver la vaisselle par exemple, mais sans musique, sans podcast, simplement se plonger dans ses pensées ou prendre une douche. Et alors parfois ça permet de résoudre un problème qui nous bloquait pendant toute la matinée. Et trouver une solution, le moment Eureka peut arriver en fait à ce moment-là. Ou en passant aux toilettes. Tout moment où on va se déconnecter, peut-être sans téléphone, sans livre, le moment où on laisse le cerveau se reposer et essayer de faire des connexions avec son passé en revue. Et donc, si on parle de cerveau d'innovation, alors j'ai deux œuvres qui pourraient être assez intéressantes. Donc, la première, c'est Les Innovateurs de Walter Isaacson. Donc, ça, c'est sur l'histoire de l'informatique en grande partie et des algorithmes. Donc, pour être honnête, je me suis un peu demandé comment classer ce livre parce qu'il s'agit d'une sorte de biographie de l'informatique, mais aussi du monde du logiciel et matériel, des algorithmes, de la connectivité, tout ce qui est réseautage, mais aussi de l'expérience utilisateur. Et c'est une histoire aussi de passionnés, d'équipes qui ont pensé l'impossible et qui sont parvenus à le réaliser, qui ont par exemple rêvé d'une machine universelle, l'ordinateur, que nous connaissons tous aujourd'hui. Et donc, dans ce livre qu'on peut vraiment décrire, l'auteur commence avec Lord Byron. Le fameux poète, et sa fille, Ada Lovelace. Ah, c'était la fille de Lord Byron, c'est intéressant ça. Et c'est en fait, grâce à ça, elle était assez intéressée par les mathématiques, mais elle avait aussi cette approche plutôt littéraire, l'approche des arts, et ça l'a influencé dans sa première réflexion sur les premiers algorithmes et sur son premier rêve d'une machine universelle, alors qu'on était bien loin des concepts comme par exemple l'électricité, accessible à toute la population, on était quand même assez loin de ce genre de monde-là. Et donc tout était en théorie, il n'y avait aucune connaissance électronique, si on peut dire. La technique et la technologie n'existaient pas. Le livre est découpé en plusieurs chapitres. Donc on a par exemple un chapitre sur l'ordinateur en lui-même, qui va aussi se concentrer sur Alan Turing. Puis il y a une partie sur la programmation avec von Neumann, qui est un des plus grands mathématiciens du siècle dernier, et aussi un des pères de l'intelligence artificielle à écrire des papiers scientifiques là-dessus. Et puis alors on va parler des révolutions matérielles. Donc on aura le premier transistor. On parle aussi de Gordon Moore, donc il y a la loi de Moore sur la limite des transistors. Donc si je me souviens bien, on parvient à doubler la capacité tous les 2-3 ans. Donc c'est quand même une loi qui a survécu. On lui donne chaque fois une date d'arrêt, mais au final, on parvient toujours à repousser les limites. Par exemple, pour cette loi de Moore, il y a sûrement une limite parce que maintenant, on se rend compte qu'il y a comme ça on a une interface avec tous ces transistors qui devient tellement microscopique qu'il y a parfois des sauts d'électrons entre
différents transistors qui pourraient causer des petits problèmes au niveau de cette pièce technologique. Donc, on sent qu'on se rapproche un petit peu de ses limites. Mais plus tard, on parle aussi, par exemple, de Martin Hoff, de Andy Grove et de leur entreprise Intel qui va révolutionner le microprocesseur. Ah oui, d'accord. Et un petit peu plus loin, on passe ensuite. Donc, c'est vraiment une évolution chronologique. On va parler des premiers jeux vidéo, d'Internet, mais plutôt l'Internet militaire pour démarrer, les premiers ordinateurs, les PC, les ordinateurs personnels, puis le monde du logiciel avec Gates, Jobs, Linus Torvald, qu'on connaît pour Linux, et puis l'arrivée du monde en ligne. Et donc, là-dedans, on voit en fait Walter Isaacson parvient à tout ficeler, et moi je dirais vraiment presque à la perfection, donc on ne s'ennuie pas dans ce livre. C'est parfois un petit peu technique, mais en restant assez accessible aussi. D'accord. C'est un beau rappel que les résultats en équipe parviennent à supplanter ce que des individus isolés pourraient produire. Donc même des génies. Donc on voit parfois, il y a des groupes où évidemment il y a un ou deux génies, mais qui sont aussi supportés par d'autres, par une équipe qui les challenge. Et donc il y a cette émulation en permanence où ils vont se critiquer, se défier. Il y a aussi des trahisons, évidemment, là-dedans. La recherche de la gloire, de la fortune. Mais c'est toujours avec le rêve de réaliser l'impossible et l'impensable. Donc ça, c'est The Innovators de Walter Isaacson, qui est un livre, je conseille, très intéressant. Ce que tu dis avec l'équipe, c'est un peu la morale aussi parce que j'ai vu que de Steve Jobs, un petit peu quand il s'est fait virer d'Apple, et en fait, parce qu'il avait son caractère complètement très très bizarre, en fait, très presque de dominant, agressif, etc. Et puis il a réussi à se faire éjecter de sa propre société. Et en fait, quand il est revenu, apparemment, il aurait eu une attitude très très différente qui était à l'origine des futurs succès d'Apple. Mais c'est intéressant de pouvoir revenir un petit peu sur l'histoire de l'informatique, pouvoir parler de Ada Lovelace aussi, qui est dans ce monde aussi qui a un peu échappé au côté féminin de la population, qui maintenant, qui est quand même longtemps mise de côté par rapport à toutes les innovations de l'informatique, des mathématiques, etc. Et de rappeler que c'est une femme qui est un petit peu à l'origine de tout aussi. Je parle pas de Ted Nelson. Ted Nelson, non. Et Richard Stallman. Alors Richard Stallman, celui qui est à l'origine du projet GNU, donc de tout ce qui est des logiciels libres. Donc on parle souvent de Linux, mais en fait Linus, c'est un employé, si on veut, très important, très intéressant de ce projet, qui a travaillé sur la base du noyau informatique. Projet donc qui a été inventé par Stallman. Et en fait c'était un informaticien du MIT qui a vu en fait arriver cette espèce de moment avec Bill Gates où l'informatique s'est complètement privatisée, alors que justement c'était donc lui notamment en tant qu'étudiant bénéficiait de la possibilité d'échanger rapidement sur les constructions des logiciels, les bugs rencontrés pour pouvoir les modifier facilement. Et dans ce monde-là, donc une sorte de privatisation qui n'est pas la seule, lui il n'est pas du tout, il prône la possibilité de privatiser, notamment de faire des entreprises, faire des logiciels, etc. Mais il y a eu peut-être dans le rush ou dans la rapidité de ces années-là, une tendance à le faire d'une façon qui, selon lui, a complètement paralysé en fait les possibilités de l'informatique. Et en fait, on est toujours dans cette période où l'informatique n'est pas du tout à sa pleine puissance d'un point de vue de développement, à cause de cette espèce de politique, entre guillemets, mais d'attitude particulière, de choix d'entreprise, qui bloque en fait énormément le développement de ces logiciels. Et dans ce monde-là, donc il y a cette espèce de petite résistance du monde de Linux, logiciels libres, etc., qui essaye de conserver un petit peu cet idéal, et qui de manière un petit peu magique ont réussi à le conserver, au moins en tant qu'existence, qui n'était pas gagné du tout. Stallman explique parfois que en fait ça aurait pu complètement disparaître, cette idée-là. Mais malgré tout, qui lutte encore un petit peu aujourd'hui pour s'imposer. C'est vrai, en fait là je regarde le détail du livre. On parle de Richard Stallman dans le chapitre sur le logiciel. Et l'autre personne? Ted Nelson, on le trouve notamment dans un film incroyable, un documentaire sur internet réalisé par Herzog. Très esthétique, qui est découpé en petits chapitres, à la fois accessible et parfois assez précis, sur un petit peu donc l'existence d'Internet et donc les dangers, les bénéfices, mais aussi plein de petites choses qui font partie de ce monde d'Internet. Et dans une petite séquence, lui a eu l'idée intéressante d'aller voir donc ce fameux Ted Nelson, qui est un personnage vraiment très particulier de l'histoire d'Internet. En fait, c'est un sociologue qui a été un des premiers à inventer une façon de concevoir Internet avant l'existence des pages web. Donc, en fait, c'est lui qui a eu l'idée du lien hypertexte. Donc, quand on clique sur une page, on arrive sur une autre page. Sauf que ce lien hypertexte, pour le rendre utilisable de façon, rapide et aussi un petit peu dans la vitesse de l'époque, etc. En fait, on a simplifié un peu à outrance cette idée. Et concrètement, en fait, la différence énorme, c'est que lui avait imaginé un monde dans lequel on pouvait voir
l'endroit où le lien nous emmène avant de cliquer dessus. Donc il y a une dimension supplémentaire. Et cette dimension-là a complètement disparu de l'Internet qu'on connaît, qui a été développé d'abord purement dans un but pragmatique. Mais ça, c'est vraiment les débuts des expérimentations. Apparemment, d'ailleurs, ça c'est une anecdote, mais j'avais lu, parfois on dit que, c'est notamment Bernard Stiegler, un philosophe, qui dit que attention, Internet c'est dangereux parce que c'était une technologie militaire à la base. Bon, indépendamment du fait que ce soit dangereux ou pas, en tout cas, le côté militaire est très à nuancer énormément parce que c'était en fait un petit groupe de hippies, en fait, enfin vraiment de jeunes complètement très marginaux, mais qui effectivement étaient financés par le secteur de la défense, mais qui avaient réussi à avoir une espèce d'indépendance assez incroyable et qui avaient fait un peu leur expérimentation. Les chercheurs qui travaillent sur les particules, là, qui ont vraiment été à l'origine du début un peu de la messagerie web et du web en général, avec notamment un Belge, d'ailleurs, c'est intéressant de le souligner, on n'en parle jamais, mais l'un des deux chercheurs en Suisse qui était à l'origine du web est belge. Mais dans cette histoire-là, en fait, donc, il y a eu notamment ce passage avec Ted Nelson, où il avait eu vraiment projeté à l'avance à quoi pouvait ressembler effectivement la navigation sur Internet. Et dans son idée, c'était une nouvelle manière d'inventer un support de réflexion qui puis permette d'aller plus loin que le livre. Donc pas simplement copier l'idée d'une page en papier avec un contenu de lecture, mais pouvoir essayer de réfléchir justement sur un moyen d'utiliser l'informatique pour inventer un nouveau support. Donc on aurait par exemple la gravure, c'était un support, on aurait le papier, un autre support, l'imprimerie. Et là, avec Internet, on aurait eu un moyen d'inventer un nouveau support de réflexion. Sauf que, pour des raisons de facilité, finalement tout ça a été mis un petit peu de côté. Et l'Internet qu'on connaît, en fait concrètement, c'est vraiment le même principe qu'un support papier, mais avec la possibilité de temps en temps d'ouvrir d'autres supports en cliquant sur des liens. Le seul problème, c'est qu'avec ce principe de lien donc unidirectionnel, ce système-là est à l'origine de beaucoup d'utilisations un petit peu néfaste d'Internet. C'est très difficile de garder un fil conducteur, justement, de savoir où on va quand on clique sur des liens. On se retrouve très vite embarqué dans des différentes directions et on perd très facilement le fil conducteur. Lui, son idée, c'était au contraire d'avoir un peu le principe de comme deux pages côte à côte. Et à chaque fois, on sait en permanence où est-ce qu'on se trouve, vers où on va, et d'avoir à chaque fois la possibilité de naviguer entre la source et le lien en fait, de référence. Alors il a développé des prototypes qui existent sur son site, on peut regarder un petit peu à quoi ça pouvait ressembler. Mais ce qui est très étrange, c'est que donc il a toute la technologie, il avait pensé à la manière de faire, etc. C'est quelqu'un qui a une très bonne réputation, il a fait des hautes écoles américaines, quelque chose comme Harvard ou Oxford, quelque chose d'assez pointu. Mais par des jeux concrets de juste la vie, en fait, des hasards de rencontres, etc. Il s'est retrouvé parfois dans des projets où les choses commençaient à prendre, et il n'a jamais eu en fait la capacité de mettre en application concrètement ses idées. Et donc c'est resté complètement à l'état de projet. Justement, tu parlais du travail d'équipe, et donc là, c'est quelqu'un qui, toute sa vie, a travaillé seul sur cette technologie. Seul ou quasiment seul. Et alors, il existe toujours, donc il est toujours dans son petit laboratoire en train d'essayer de peaufiner ses idées, mais il n'a jamais réussi à avoir cette espèce d'emballement qui aurait permis aux choses de prendre et de pouvoir se répandre de façon beaucoup plus efficace. Donc c'est très étrange, ça reste une curiosité du net, alors que ça a vraiment un potentiel de changer complètement la manière dont on utilise Internet, de résoudre aussi certains problèmes par exemple de fake news ou ce genre de choses qui auraient été beaucoup plus difficiles à mettre en place avec un système comme il avait imaginé, mais qui pour l'instant ont très peu de chances d'arriver un jour sur Internet. Aucune manifestation apparemment collective pour réussir à reprendre cette tendance-là, qui est peut-être un tout petit peu plus complexe effectivement à mettre en pratique, mais qui n'est pas du tout impossible. Et alors il a notamment donc expliqué toutes ces idées-là dans un livre qui apparemment se lit de façon quand même relativement facilement. Pareil, livre très difficile à trouver, donc les éditions originales sont très chères. J'ai eu du mal à essayer de trouver, alors évidemment on trouve des versions type PDF et tout ça, mais je trouvais ça vraiment étonnant que cette histoire-là ne soit pas plus connue, et c'est vraiment passionnant dès qu'on regarde un petit peu comment ça a l'air de s'être passé. Et alors c'est un personnage assez charismatique, il a une façon de s'exprimer un peu particulière, beaucoup d'humour, oui, donc vraiment une partie de l'histoire d'Internet. Du coup, c'est peut-être un péché originel, et étant donné qu'on avait un défaut construisant les bases d'Internet qui est trop important, qui est peut-être trop compliqué à ajuster maintenant qu'on connaît Internet aujourd'hui. En fait, c'est ça, c'est très lié effectivement, c'est comme s'il y avait eu en fait un coche à un moment donné qui aurait pu se faire, d'un point de vue pragmatique aurait pu tout à fait se faire, les gens compétents étaient là, il y avait vraiment cette possibilité, il était dans le milieu adéquat, il connaissait les bonnes personnes, ça aurait pu se faire, mais ça ne s'est pas fait. Donc vraiment, parler du libre arbitre, des hasards, etc. Mais là voilà, occasion, un moment de la vie qui s'est dirigé différemment, et effectivement qui a rendu les choses compliquées mais sans nécessité. C'est vrai que maintenant effectivement c'est un petit peu comme le clavier AZERTY des ordinateurs, il n'y a pas vraiment de complexité technique à changer un clavier pour qu'il soit ergonomique, mais l'état du monde actuel fait en sorte que ça devient compliqué. Et c'est vrai ça a l'air d'être un petit peu comme ça aussi avec son projet Xanadu. Mais c'est très dommage parce qu'on pourrait imaginer aussi effectivement même une évolution, passer à autre chose. On parle par exemple des ordinateurs quantiques ou des choses qui changeraient complètement la nature matérielle de la technologie. Et là, on aurait une manière de changer complètement le programme, donc quelque chose qui permettrait d'imaginer un avenir très différent.
Mais c'est vrai que c'est un peu curieux ces notions de limitation a priori de quelque chose, comme si il manquait une condition de base pour que ça prenne. Donc ça reste un mystère. Moi, je me demande quand même, malgré tout, on peut pas imaginer une technologie de rupture à un moment donné qui reprendrait les choses à un autre niveau. Mais c'est aussi, maintenant, on a ce certain confort de cette technologie qu'on utilise et on se voit mal imaginer autre chose. Donc, parler des claviers, donc on a les tout premiers claviers, ils étaient arrangés de manière alphabétique et puis on s'est rendu compte que de manière mécanique, le clavier ne parvenait pas à suivre parce que les dactylos tapaient beaucoup trop vite. Donc, on s'est dit, on va essayer de les freiner un petit peu avec un clavier totalement mélangé et aujourd'hui, ça pose pas trop de problème d'apprendre à taper là-dessus, sauf qu'on aurait peut-être une vitesse un petit peu plus élevée si on avait un clavier originel, disons. C'est incroyable, hein. Une vitesse plus élevée, mais aussi confort d'apprentissage, moins de parasitage. Aussi la manière dont les mains se placent, donc les doigts font des mouvements plus ergonomiques, qui calment un petit peu les tendons, etc. Et en plus, cette idée qui s'est imposée comme une espèce de base donc absurde, le point de départ effectivement n'a pas de sens dans l'état actuel du clavier. On n'a pas besoin de quelque chose qui freine l'apprentissage et qui passe comme si c'était un arrangement. Les gens se disent naïvement, bah voilà, si ça existe, c'est que ça doit être mieux. Alors que c'est moins bien. Et c'est quand même quelque chose d'étonnant. On peut se dire, bon, c'est vrai que le monde, il y a sûrement plein d'autres problèmes importants dans le monde et ce genre de choses, mais quand il y a une occasion de pouvoir améliorer un petit peu les choses, c'est quand même incroyable de se dire qu'il y a des occasions comme ça, on sait comment on pourrait faire et on ne le fait pas. Alors on peut passer outre, donc certaines personnes se sont dit, bon, quitte à ce que les claviers d'ordinateur soient vraiment nuls, quitte à ce que les fabricants ne veulent vraiment pas remettre les lettres dans un ordre alphabétique, on pourrait imaginer un ordre qui soit pas seulement alphabétique, mais carrément optimisé pour la frappe, par exemple du français ou de l'anglais, en mettant par exemple toutes les voyelles sur la même ligne. Donc la ligne comme les voyelles sont majoritaires, on bougerait quasiment plus les doigts en fait. Et alors les consonnes, donc en fonction des consonnes les plus courantes, on mettrait les plus courantes juste au-dessus de la ligne de repos, et puis celles un petit peu plus éloignées sur la gauche, sur la droite. On mettrait la lettre avec les accents français par exemple sur les touches principales, comme ça on les a à chaque fois, les points aussi. Et donc on aurait un clavier vraiment ergonomique. Utilisons ça comme justement une occasion d'apprendre par cœur la disposition, puisque de toute façon, même avec un clavier standard, le fait de mémoriser les touches permet en fait d'avoir un confort aussi de frappe plus important, parce qu'on regarde l'écran et on est moins distrait par les mouvements de l'œil, c'est beaucoup plus confortable. Et ça s'est développé. Donc il y a eu notamment du côté anglophone Dvorak, donc qui ont développé ce genre de choses, clavier Dvorak, et chez les francophones, donc ça s'appelle Bepo. Donc Bepo, B-E-P-O. Et c'est une disposition qui, donc maintenant, a plusieurs années, je crois que ça a été inventé dans les années 2000. Et c'est vraiment étonnant. Donc moi, je me suis lancé dans l'aventure il y a quelques années et j'ai essayé de mémoriser donc le Bepo. Maintenant, je tape que comme ça, donc je m'en sers beaucoup. Et alors, c'est intéressant parce que ça ne diminue pas la vitesse de frappe sur un AZERTY. Donc quand je repasse sur un clavier AZERTY, en fait, je reprends exactement les réflexes que j'avais avant. Donc je me servais de mes yeux en même temps, donc j'avais pas mémorisé l'AZERTY, mais je tapais relativement vite. Et en fait, ça revient comme ça, c'est juste un peu bizarre, mais j'aime beaucoup taper avec cet arrangement Bepo, ça donne une sensation de fluidité. Alors que j'aimais beaucoup taper aussi avec l'AZERTY. Moi, je suis quelqu'un qui aimait beaucoup écrire, par exemple, sur un clavier d'ordinateur. Je préférais même, par rapport le fait de tenir un crayon, ça me gênait un petit peu. Mais là, je dois dire, oui, c'est vraiment encore mieux. Par contre, voilà, le fait que les claviers ne soient pas comme ça par défaut, ça a quand même le défaut de forcer un petit peu une sorte d'apprentissage quand même un peu difficile. Donc c'est vraiment, il faut mémoriser quand même, voilà, au moins 24 dispositions de touches, plus d'autres genres de choses. Et ça se fait pas forcément dans la douceur non plus. Moi, je me souviens d'une période, justement, il y a le moment où j'avais commencé à apprendre, je connaissais les touches, mais j'avais pas cette fluidité de frappe, parce qu'il fallait que je m'entraîne. Mais donc j'en avais besoin pour des conditions importantes, donc des choses importantes dans la vie tous les jours. Et j'étais beaucoup plus lent qu'avec un clavier AZERTY. Donc c'est une forme de handicap. C'est très étrange, comme si tout d'un coup, on t'empêchait de faire ce que tu voulais faire. Un peu. Voilà, une fois qu'on a passé ce cap-là, après, c'est que du bonus. Mais ça, c'est aussi quelque chose, si on tire un petit peu cette idée-là, en fait, qui est intéressante en soi. C'est-à-dire que l'apprentissage, c'est souvent ce genre de choses. C'est quand on arrive à programmer des choses profondes, que justement on a effectivement ce moment compliqué parce que ça touche à des choses de la vie quotidienne, donc ça handicape de certaine façon la vie. Mais c'est quand on arrive à dépasser justement ces moments-là qu'on apprend vraiment quelque chose. Et donc les langues étrangères, c'est un petit peu la même chose. Si on arrive vraiment à pouvoir rentrer au quotidien dans une langue étrangère, on commence vraiment à la maîtriser. Mais souvent justement on a peur un petit peu de cette transition et donc on essaye d'évacuer ce genre de problèmes et c'est ce qui complexifie en fait l'apprentissage parce qu'après on se retrouve effectivement avec quelque chose on aimerait bien rentrer du point de vue profond quelque chose avec des manières superficielles et donc ça marche pas bien et on reste des années sans vraiment comprendre les choses.
Donc finalement, un problème, peut-être on peut créer une forme de solution aussi, je ne sais pas. La conclusion de tout ça. Le problème aussi, c'est par exemple si on imagine un enfant de 6 ans qui commence à utiliser un ordinateur, la première chose que cet enfant reçoit, c'est un clavier. Et donc, il n'y aura pas cette approche critique à cet âge-là de peut-être pourquoi est-ce que les lettres sont placées de cette manière-là. Donc, on va déjà avoir 10-15 ans d'apprentissage avant de commencer à se poser des questions. Peut-être ce serait mieux d'avoir un clavier rangé d'après mon alphabet. Mais c'est déjà un peu tard, étant donné qu'on a passé 10-15 ans à apprendre quelque chose qui n'a pas vraiment de sens. C'est la même chose comme si premières 2 décennies, on apprenait une langue qui au final ne serait pas si utile que ça. On enseignerait une langue qui n'aurait aucune utilité, qui aurait des déficits en efficacité, qui ne serait pas optimisée, avant de tomber en fait dans le monde réel qui est totalement différent. Et en fait, je fais peut-être un parallèle avec l'enseignement des langues en général à l'école, où on voit par exemple, ça marque sûrement sur le néerlandais, où on peut passer, peut-être un petit peu en anglais aussi, on peut passer comme ça 10-15 ans de cours, en primaire, en secondaire, peut-être à l'université. Et quand on essaie de discuter avec les populations lors de voyages, on se rend compte que c'est un néerlandais ou un anglais, ou même un français, si on apprend le français, qui est totalement différent que ce qu'on nous a appris. Donc on utilise des formules qui n'ont pas de sens, qui sont désuètes ou qu'on trouve uniquement dans la littérature d'époque, d'il y a 2 siècles. On apprend quelque chose qui est en fait très bien en théorie, mais pas très pratique. Pour rebondir sur le thème de l'informatique, j'ai aussi lu une autobiographie cette année d'Edward Snowden, Permanent Record. C'est traduit par Mémoire vive en français. Snowden, on le connaît comme étant le lanceur d'alerte, ancien employé de la CIA et de la NSA, qui en 2013 commence à rendre public des informations top secrètes sur des programmes de surveillance de masse. Depuis, il s'est exilé à Hong Kong avant d'obtenir la protection de Moscou. Et dans cette autobiographie, Snowden ça commence par son enfance, donc son premier amour pour l'informatique, pour les réseaux, pour Internet aussi, un endroit où il va passer des heures, où il va se créer une personnalité différente. Donc derrière un pseudo, il peut prétendre être un adulte qui est respecté, écouté, échangé sur des forums, les forums de l'Internet 1.0. Donc c'est en fait ces mémoires d'un gosse naturellement attiré par l'informatique, puis qui est né dans une famille assez patriotique, avec un historique plutôt militaire. L'événement marquant, c'est le 11 septembre pour lui. À l'époque, il a plus ou moins 18 ans et il se décide qu'il doit servir son pays. Donc c'est le moment, c'est sa destinée, il entend vraiment cet appel. Donc il va avoir des mandats à la CIA, à la NSA, il va être consultant et au fil des différents programmes dont il fera partie, il va se rendre compte que c'est de plus en plus intrusif au niveau collecte de données. Il va commencer à se remettre en question les programmes, les idées et les missions, entre guillemets, de ces différentes entités. Il va questionner ses employeurs, mais se rendre compte qu'il n'y a pas beaucoup de place pour l'autocritique parce que tout est assez cadenassé. Comme disait George Bush, donc c'est un petit peu l'approche, soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Il n'y a pas de place pour un juste milieu, une sorte de réflexion sur les bienfaits de ces programmes. Il va vraiment commencer à être terrifié par la collecte des données, les différents programmes qui sont censés aider à lutter contre le terrorisme, mais qui vont bien au-delà. Moi, je trouvais que c'était un récit très prenant, divisé en chapitres. Il y a une belle progression chronologique. C'est un récit plutôt sensible et je dirais plein d'honnêteté, mais sur un sujet qui reste assez toxique et difficile. Et ce qui n'aide pas aussi pour son image, étant donné c'est quand même la Russie qui l'accepte, qui le protège des États-Unis, donc ils n'ont pas manqué l'occasion. Et de notre côté, en Europe, c'est quand même assez décevant de voir des pays européens qui ont refusé de le protéger. Donc on pense à des demandes de protection faites à la France, à l'Allemagne, peut-être bien à d'autres pays en Europe qui ont décidé de ne pas de ne pas avoir de mauvaises relations avec les États-Unis, qui n'ont pas osé protéger un ressortissant américain. Donc ça, c'est peut-être un manque de courage. C'est comme ça que je le vois. Et en même temps, c'est une sorte de paradoxe vraiment très compliqué, ce genre de situation, parce qu'en fait, il se met dans l'illégalité avec donc des lois qui ont été prévues justement pour éviter ce genre de situation de fuite d'informations, par exemple, qui ont trait directement à la protection de personnes, effectivement, donc sur des champs de bataille. Donc c'est plus comme si, effectivement, on parlait de la théorie, c'est un peu comme si la théorie n'avait pas prévu en fait cette situation. Et avec effectivement donc tout le problème d'après du coup se faire récupérer par des puissances qui ont un intérêt critique contre la situation des pays occidentaux par exemple.
C'est vrai que c'est étonnant. Oui, ça m'intéresserait aussi de lire ce livre. C'est vrai que ça fait presque office de manifeste un peu éthique aussi pour lui, apparemment. De montrer son point de vue, sa bonne foi, tu parlais d'honnêteté, effectivement, de comprendre comment les questions se sont posées dans un sens tout à fait compréhensible et ont donné lieu à une situation d'exil totalement étonnante. Peut-être un peu différente, mais de Julian Assange, par exemple, qui fait aussi partie des gens un petit peu exilés de l'Internet, mais lui pour des raisons différentes, peut-être plus radicales encore, donc plus difficiles à réintégrer encore dans la société. Lui avait un historique, par exemple, de très jeune, d'avoir réussi à se faire éjecter de la plupart de ses établissements secondaires. Mais malgré tout, c'est vrai que ce sont quand même des questions, c'est pas aussi simple que ça me paraît, et c'est dommage effectivement de livrer un petit peu ces gens-là dans un monde où ils peuvent être complètement récupérés par des médias underground ou qui ont un intérêt de contre-pouvoir fort. Donc c'est vrai que je pense que Julian Assange et peut-être Snowden, je sais pas sur Snowden, mais j'ai cru voir Julian Assange, je suis passé dans des liens sur RT, par exemple, la chaîne russe, très étrange, hein, qui essaye de se faire passer pour une chaîne de médias standard, mais qui en fait de temps en temps passe des programmes complètement mentionnés par Poutine, des gens d'extrême droite. Et c'est vrai que dans le monde d'Internet, on tombe facilement dans cette ambiance de contre-pouvoir. Cette idée de pouvoir critique d'Internet, donc qui pose effectivement tous ces problèmes-là actuellement, était quand même à la base de beaucoup de choses dans sa constitution même, qui était très justement très optimiste et utopique. Et notamment justement quand je parlais des hippies de la défense américaine, il y avait un petit peu cette idée-là aussi de gens qui rêvaient d'un monde différent, justement sans barrières, sans frontières, et comment ces idéaux effectivement peuvent être repris de façon néfaste. C'est un petit peu ce qu'on voit aussi en ce moment dans certains contextes. Mais c'est une vraie concrétisation d'une sorte d'idéal. Donc c'est vrai que c'est beau aussi quand même malgré tout de voir qu'on a essayé de mettre en pratique ce genre d'idée. Mais ça possède une vie effectivement complètement inédite et qui inaugure beaucoup de choses encore à venir, totalement imprévues. Ouais, une des grandes chances de l'Internet, c'est aussi le côté plutôt démocratique, ouvert et gratuit. Bon, d'un autre côté, il y a aussi des points négatifs avec, par exemple, les publicités qui sont un petit peu envahissantes. C'est vrai que ça donne aussi un accès à tout le monde, plus ou moins, de pouvoir poster, créer des choses en ligne sans avoir plus de coûts qu'un appareil électronique et une connexion. Il n'y a pas de frais d'entrée au-delà de ça. Et directement, on a accès à tout un monde de ressources. Il y a peut-être un truc assez drôle au niveau Internet. Au départ, on pensait à un réseau décentralisé pour essayer de garantir une sorte de solidité à toute épreuve. Mais on voit ces jours-ci qu'il y a une sorte de concentration au niveau, par exemple, des data centers, des fournisseurs d'Internet et qui permettent tout ce qui est hosting. Donc, on voit par exemple quand Amazon a des problèmes, entre guillemets, s'ils frissonnent, c'est le reste d'Internet qui va éternuer parce qu'ils ont vraiment, il y a beaucoup de pages qui ont leur domaine en fait dans ces sites de gestion de domaine. Donc, c'est redevenu centralisé par un petit peu la nature du capitalisme, où on a comme ça quelques gros acteurs, peut-être une dizaine de gros acteurs. Et si un d'eux a un problème, on voit par exemple ça avec Facebook. C'est déjà arrivé que si on a des problèmes dans certains serveurs, Facebook ne fonctionne plus pour Instagram. Il y a des problèmes avec WhatsApp aussi. Donc l'idée centralisée est revenue de manière naturelle. Donc l'usage qui reconstruit cette espèce de centralisation, et effectivement d'un point de vue politique, donc on passe de la démocratie à une forme de régime médiéval, féodal, avec des seigneurs. Mais comme si effectivement ces tendances étaient naturelles. Alors est-ce que c'est vraiment naturel au moment où justement sur Internet cette espèce de centralisation pourrait complètement éclater, mais repose la question effectivement de cette façon de se comprendre, et pour se comprendre, donc un petit peu comme pour une langue, la notion de centralisation est importante dans l'idée effectivement de savoir. On a toujours envie justement de savoir où on en est, qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que j'écris un roman, est-ce que j'écris de la fiction, est-ce que j'écris autre chose, et même tous ces mots-là, donc effectivement sont intéressants parce que justement ils sont ouverts, ils sont liés à la discussion. Mais n'empêche que le moment de l'écriture, c'est le moment aussi d'une sorte justement de communication. Donc on fait quelque chose qui est compréhensible, qui fait partie des notions publiques. On retrouve une forme de centralisation effectivement naturelle de ce point de vue-là, où l'éclatement absolu, en fait, c'est de l'isolement, c'est de la folie. Personne ne se comprend.
Et donc fatalement, on redécouvre des centralisations. Et alors des réseaux complètement ouverts peuvent fonctionner parce que peut-être les gens ont des cultures, échangent justement sur des classiques, ont des notions de réflexion commune, ce genre de choses. Et quand ça c'est contourné, on retrouve effectivement des situations complètement qui partent totalement dans des directions folles avec les fake news, avec tout un tas effectivement de contre-informations complètement délirantes. Mais parce que justement, elles ne passent plus par cette espèce de mise en commun, de réflexion finalement partagée avec des bases communes de discussion. Et peut-être justement remettre même en question des bases communes comme des notions de démocratie, des choses comme ça, qui sont pas forcément prises comme un point de départ de la réflexion dans justement cette espèce d'environnement complètement libre. Mais en même temps, tout ça, ça ne suffit pas. C'est vrai qu'on peut pas se dire, je sais pas, je pense pas qu'il y aurait beaucoup de philosophie qui aurait été écrite si jamais les gens s'étaient dit, voilà, moi je suis quelqu'un qui va avoir une manière convenue d'expliquer les choses. Mais c'est incroyable de voir effectivement à quel point des questions qui pourraient paraître abstraites ont un sens en fait extrêmement concret. Il y a une implication, un impact très très fort aujourd'hui finalement, avec des notions de sous-réseau, des choses comme ça. Et puis des acteurs aussi qui jouent donc des rôles très particuliers, enfin des acteurs, des personnes qui ont un impact très fort. Donc par exemple Steve Bannon avec une espèce d'entreprise d'action, justement de multiplication de fausses informations. Qui crée un pouvoir aussi médiatique totalement isolé, donc, mais qui a recréé son propre petit réseau, donc avec Farage, etc. Donc des gens qui vont essayer de reconstruire leur propre cohérence, leur propre vision du monde et essayer de l'imposer aux autres. C'est vraiment étonnant. Comme s'il y avait une lutte finalement, de même pour la raison elle-même. Finalement, chacun refait un petit peu sa propre compréhension de ce que c'est que la raison et le confronte aux autres. Oui, et ça a commencé comme entité minuscule et puis maintenant c'est en fait un univers parallèle. Ouais, Donc on ouais. pourrait y passer sa journée en étant totalement déconnecté du reste. Et on a de tout, donc on peut. Enfin, je m'y suis jamais plongé, mais j'imagine qu'on pourrait trouver des infos sur le sport, la culture, la politique, alors que par le passé c'était c'était assez niche. Et maintenant ça a grossi dans de telle proportion que c'est vraiment. On pourrait voir ça comme une deuxième chaîne de télévision. Ouais. Dans le bouquet. Au niveau Ouais. mondial. Ouais. Et alors ça confronte des gens effectivement à prendre des décisions auxquelles on n'est pas forcément habitué. C'est-à-dire, tiens, tout d'un coup, on est confronté à effectivement des réseaux qui sortent complètement d'un contexte admissible, par exemple. Très facilement sur YouTube, par exemple, on peut, en regardant n'importe quelle vidéo innocente, se retrouver avec quelque chose qui va essayer de nous présenter pourquoi l'extrême droite est en fait une pensée qui, d'après cette vidéo, serait totalement admissible. Ce qui est très étrange, qui est pas du tout. Je sais même pas si on est capable, en fait, d'une personne, même du point de vue de l'éducation, si on a les armes pour se protéger contre ce genre de choses profondément. Il faut vraiment essayer d'avoir de nouveaux outils, en fait, pour pouvoir réussir à se protéger de ce genre de choses. C'est-à-dire, non, on a le droit de sélectionner effectivement ce qui nous intéresse. Par exemple, c'est pas une obligation d'écouter des gens qui ont ce genre de théorie, mais effectivement tout ça parce que c'est des nouveaux moyens d'atteindre des personnes sans passer par les canaux habituels de rencontres ou d'éditions particulières. Peut-être aussi à devenir plus mature plus rapidement, c'est-à-dire de pouvoir justement se dire voilà, pourquoi on s'engagerait pas par exemple pourquoi est-ce qu'on ne donnerait même pas 2 secondes par exemple pour ce genre de commentaires, et on peut essayer de développer, justement essayer de comprendre vraiment ce que ça veut dire. Mais c'est vrai que c'est des choses intenses. Cela dit, je me demande par exemple au début, par exemple avant la guerre de 40, on trouvait facilement dans des bouquinistes, par exemple dans les librairies, des pamphlets complètement insupportables, racistes, etc. Qu'on ne trouve plus quand même malgré tout maintenant. On a réussi peut-être du point de vue de l'édition à effectivement à évacuer ce genre de choses, mais maintenant donc ça revient effectivement via Internet. Et ça aussi, c'est un effet de la centralisation. Donc c'est vrai que la centralisation possède aussi ce bon côté finalement de pouvoir, justement, comme je disais, se mettre d'accord un petit peu sur ce qui permet de progresser, mais avec cette difficulté que les gens réussissent à s'exprimer et à trouver la possibilité effectivement de publier leurs idées. Cette nécessité, en fait, c'était cette sorte de tension dans le fait de pouvoir s'informer, partager un univers commun de réflexion et pouvoir construire des choses spontanées. Et voilà qui termine un nouvel épisode de Curls. À la prochaine.